Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce dans l'obscurité, tenant dans vos mains quelque chose que vous pensiez être solide, réel, à vous. Mais quand la lumière arrive enfin, vous vous rendez compte que vous n'avez fait qu'étreindre des ombres. Ombres d'autres hommes, d'autres histoires, de blessures qui ne sont pas les vôtres, mais qui ont fini par être de votre responsabilité. C'est la réalité que beaucoup d'hommes vivent sans s'en rendre compte, aimant de toute leur force des femmes qui n'ont jamais fini de dire adieu à leur passé. Les neurosciences nous enseignent quelque chose de fascinant et de troublant sur la mémoire émotionnelle. Chaque expérience intense, en particulier celle chargée de douleur ou de plaisir extrême, laisse des empreintes chimiques dans notre cerveau qui peuvent persister pendant des décennies. Lorsqu'une femme a vécu des relations traumatisantes, abusives ou intensément dysfonctionnelles, son système nerveux est littéralement reprogrammé pour reconnaître ces schémas comme familiers, voire désirables. Ce n'est pas un choix conscient, c'est de la neurobiologie pure. Le docteur Bessel van der Kolk, pionnier dans l'étude des traumatismes, explique que le corps retient littéralement le score de chaque expérience significative. Cela signifie que lorsqu'elle vous regarde, lorsqu'elle vous touche, lorsqu'elle essaye de se rendre, son système nerveux ne répond pas seulement à vous. Elle traite un mélange complexe de présent et de passé, de ce que vous êtes et de ce que les autres étaient, de ce que vous offrez et de ce qu'elle a appris à avoir besoin dans des contextes de survie émotionnelle. Considérez cela comme une symphonie. Vous pensez jouer un beau solo? Mais en réalité, il y a un orchestre invisible qui joue en même temps, désaccordé, chaotique, noyant votre mélodie. Cet orchestre est le résidu émotionnel de chaque homme qui l'a marqué avant vous. Et peu importe à quel point vous essayez d'atteindre la note parfaite, la cacophonie en arrière-plan ne permet jamais d'entendre clairement votre musique. L'ocytocine, connue sous le nom d'hormone de l'amour, est libérée pendant les moments d'intimité et de connexion. Mais lorsque cette hormone a été libérée à plusieurs reprises, dans des contextes de chagrin, de confusion ou d'abandon, le cerveau fait des associations qui peuvent être dévastatrices pour les relations saines futures. C'est comme si votre corps avait appris que le véritable amour doit faire mal, que la passion authentique se mêle au chaos, que la sécurité émotionnelle est ennuyeuse comparée aux montagnes russes d'une relation toxique. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une science appliquée à la réalité la plus crue de l'amour moderne. Des études récentes sur la neuroplasticité montrent que le cerveau peut changer, mais cela nécessite du temps, de la conscience et un véritable engagement envers la guérison. La question que vous devez vous poser n'est pas de savoir si vous pouvez aimer suffisamment pour la changer, mais si elle est vraiment engagée dans son propre processus de transformation. Parce que c'est là que réside le problème fondamental auquel tant d'hommes de bien sont confrontés. Ils entrent dans la vie d'une femme blessée avec toute la noblesse du monde, prête à prouver que tous les hommes ne sont pas les mêmes, que l'amour peut guérir n'importe quelle blessure, que la patience et le dévouement peuvent effacer des années de programmation négative. Mais ils oublient une vérité essentielle. Personne ne peut faire pour un autre le travail intérieur que seule cette personne peut faire pour elle-même. La codépendance émotionnelle se déguise en amour héroïque. Vous devenez le sauveur, le rédempteur, l'homme qui va enfin lui prouver qu'elle mérite d'être aimée comme il se doit. Mais dans ce processus, quelque chose de dévastateur se produit. Vous cessez d'être vous-même pour devenir la version de l'homme que vous pensez avoir besoin de guérir. Vous vous modelez, vous vous adaptez, vous vous sacrifiez, croyant que votre amour inconditionnel suffira à reprogrammer des années de traumatisme et de confusion. Et en attendant, elle continue de comparer. Vous ne le faites pas consciemment, mais votre cerveau ne peut pas s'en empêcher. Chacune de vos caresses est mesurée par rapport aux caresses qui la faisaient trembler d'une manière qu'elle ne peut expliquer. Chaque moment de tendresse est évalué à l'aune de l'intensité addictive des relations qui l'ont détruite mais l'ont aussi fait se sentir vivante d'une manière que la paix ne parvient pas à reproduire. C'est comme si vous participiez à un jeu dont les règles changent constamment et ne vous sont jamais entièrement expliquées. Un jour, votre stabilité est ce qu'elle apprécie le plus. Le lendemain, elle se sent ennuyée par l'absence de drame. À un moment, votre respect la rassure. L'instant d'après, elle regrette d'être traitée d'une manière qu'elle sait objectivement être mauvaise, mais dont son système nerveux se souvient comme excitante.
La neuroscience de l'attachement nous apprend que les schémas relationnels s'établissent très tôt et sont renforcés par des expériences répétées. Si elle a appris à associer l'amour à la douleur, la présence à l'abandon inévitable ou l'intimité au danger, votre comportement sain peut activer en elle une sorte de dissonance cognitive qui génère de l'anxiété, de l'ennui ou même du rejet inconscient. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici, quelque chose que la plupart des hommes n'arrivent jamais à comprendre complètement. Il y a ce que les neuroscientifiques appellent la mémoire somatique. Des souvenirs stockés non pas dans l'esprit conscient, mais dans les tissus même du corps. Chaque caresse, chaque baiser, chaque rencontre intime laisse une empreinte énergétique qui persiste bien au-delà du moment présent. Lorsqu'elle ferme les yeux pendant l'intimité, elle ne sent pas simplement vos mains sur sa peau. Votre corps traite tout un fichier de sensations passées, comparant les textures, les rythmes, les intensités. C'est comme si sa peau avait développé une mémoire qui lui est propre, un système de référence qui évalue chaque nouvelle expérience par rapport à un catalogue de rencontres précédentes. Des études sur l'épigénétique relationnelle révèlent quelque chose d'encore plus troublant. Des expériences traumatisantes peuvent littéralement modifier l'expression des gènes, transmettant des modèles de réponse au stress au niveau cellulaire. Cela signifie que les effets des relations abusives ou dysfonctionnelles peuvent persister dans le corps pendant des années, influençant la façon dont le système nerveux réagit à de nouvelles situations d'intimité et de vulnérabilité. La dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense, agit de manière particulièrement perverse chez les personnes qui ont fait l'expérience de relations de renforcement intermittentes. Le cerveau devient accro non pas au plaisir constant, mais à l'imprévisibilité du plaisir. C'est pourquoi votre amour stable peut sembler ennuyeux par rapport aux montagnes russes émotionnelles des relations précédentes qui combinaient des moments d'extase avec des périodes de chagrin et d'abandon. Ce phénomène est connu sous le nom de lien traumatique et explique pourquoi de nombreuses personnes sabotent inconsciemment des relations saines. Votre système nerveux a été conditionné à interpréter le calme comme un danger imminent, la cohérence comme un manque de passion et la prévisibilité comme un signe que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas qu'il préfère consciemment le drame, c'est que son corps a appris à associer la sécurité à l'ennui et le danger à l'excitation. Du point de vue de la cohérence cardiaque, nous comprenons que le cœur a son propre système nerveux complexe avec plus de 40 000 neurones qui envoient constamment des informations au cerveau. Lorsqu'une personne a vécu dans un état de survie émotionnelle pendant de longues périodes, sa cohérence cardiaque est gravement compromise. Le cœur et l'esprit fonctionnent à des fréquences désynchronisées, créant un état interne de chaos qui peut devenir addictif. Votre présence calme, votre amour constant, votre énergie régulée peuvent activer en elle ce que les thérapeutes appellent la dysrégulation de proximité. Lorsque le fait d'être entouré de quelqu'un émotionnellement stable lui rappelle douloureusement à quel point elle est dérégulée intérieurement, c'est comme si votre lumière rendait ses propres ombres plus visibles et au lieu de l'inspirer à guérir, la confrontait à un travail intérieur qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter. La manifestation consciente des relations nécessite une compréhension profonde de ces schémas énergétiques. Vous ne pouvez pas manifester un amour authentique à partir d'un lieu de sauvetage ou de réparation. L'énergie de « j'ai besoin de te sauver » vibre à une fréquence complètement différente de l'énergie de « je choisis de t'aimer ». Et les gens peuvent ressentir cette différence à un niveau subliminal, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer consciemment. Il y a aussi le phénomène de ce que les psychologues appellent le transfert érotique inversé. Lorsqu'elle projette sur vous des caractéristiques d'amants passés, à la fois positives et négatives. Votre barbe lui rappelle quelqu'un qui lui a fait du mal. Votre façon de la toucher évoque des souvenirs de quelqu'un qui lui a fait ressentir des choses que son esprit rationnel sait qu'elle ne devrait pas vouloir. Ces projections se produisent en dessous du niveau de conscience, mais elles influencent puissamment la façon dont elles vous perçoivent et vous répondent. La méditation profonde peut vous aider à développer ce que les enseignants contemplatifs appellent la présence du témoin. La capacité d'observer ces modèles sans s'y empêtrer émotionnellement.
Lorsque vous pouvez maintenir votre centrage tout en étant témoin des drames intérieurs de quelqu'un d'autre, vous développez une façon d'aimer qui est à la fois compatissante et détachée. Mais ici, une question cruciale se pose. Quelle part de votre propre identité êtes-vous prêt à sacrifier sur l'autel de la compassion? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre aimer quelqu'un malgré ses blessures et devenir un otage émotionnel de ses blessures. Le premier est l'amour mûr. La seconde est la codépendance déguisée en vertu. Les hommes qui ont développé ce que nous pourrions appeler un complexe du sauveur ont souvent leurs propres blessures non résolues qui les attirent compulsivement vers les femmes qui ont besoin d'être réparées. C'est comme s'ils cherchaient inconsciemment à valider leur valeur par leur capacité à sauver, sans se rendre compte qu'ils perpétuent un cycle où aucun d'eux ne peut faire l'expérience d'un amour vraiment libre. La neuroplasticité nous enseigne que le cerveau peut changer à tout âge, mais qu'il nécessite la répétition consciente de nouveaux modèles pendant des périodes prolongées. Une femme peut guérir complètement des traumatismes relationnels, mais seulement si elle est activement engagée dans ce processus de guérison. Votre amour peut être un catalyseur de leur transformation, mais il ne peut jamais être le principal agent de changement. Des études sur les liens d'attachement montrent que les personnes souffrant de traumatismes relationnels complexes développent souvent ce qu'on appelle un attachement désorganisé. Elles peuvent désespérément désirer une connexion intime tout en la sabotant simultanément par terreur inconsciente de l'abandon. C'est comme si vous étiez pris entre deux forces tout aussi puissantes, la faim d'amour et la terreur de le perdre. En termes de fréquence énergétique, lorsque deux personnes se rencontrent, leur champ électromagnétique se synchronise ou entre littéralement en conflit. Si elle opère principalement à partir de fréquences de survie, peur, anxiété, hypervigilance, et vous à partir de fréquences de croissance, amour, curiosité, expansion. Vous pouvez créer des interférences mutuelles plutôt qu'une harmonie résonante. La sagesse ancienne parle de l'importance de la purification avant le mariage sacré. En termes modernes, cela se traduit par la nécessité d'éliminer les schémas énergétiques et émotionnels destructeurs avant de pouvoir participer pleinement à une union consciente. Il ne s'agit pas de perfection, mais de responsabilité personnelle envers son jardin intérieur. C'est là que réside une vérité qui peut être difficile à accepter. Certaines personnes ne sont pas à un endroit de leur parcours où elles peuvent s'engager dans un amour réciproque et conscient. Ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils sont dans une phase de leur évolution où le travail principal est interne, individuel, pas relationnel. Essayer de forcer une intimité profonde pendant ces phases peut se retourner contre vous deux. La vraie compassion exige parfois la sagesse de savoir quand s'en aller. Non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un excès d'amour de soi et de la compréhension que rester peut favoriser des schémas destructeurs plutôt que de promouvoir une véritable croissance. C'est comme savoir quand arrêter d'arroser une plante qui a besoin d'une période de dormance pour fleurir éventuellement. Les enseignants de la sagesse éternelle enseignent que nous attirons ce que nous sommes vibratoirement et non ce que nous désirons mentalement. Si vous continuez à attirer des femmes qui ne peuvent pas vous aimer pleinement, il est peut-être temps d'examiner ce qui vibre en vous dans cette fréquence d'amour incomplet. Peut-être qu'il y a des parties de vous-même qui ne sont pas complètement disponibles pour aimer non plus. La transformation relationnelle authentique se produit lorsque deux personnes qui ont fait leur travail intérieur se rencontrent pour créer quelque chose de nouveau ensemble. Non pas lorsqu'une personne cherche à se compléter à travers une autre, non pas lorsque quelqu'un cherche à guérir des blessures passées par une nouvelle relation, mais lorsque deux êtres relativement entiers choisissent de s'étendre l'un sur l'autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous reconnaissez probablement ces modèles dans votre propre expérience. La bonne nouvelle, c'est que la conscience est le premier pas vers la libération. Lorsque vous pouvez voir clairement la dynamique, vous n'en êtes plus une victime inconsciente. Vous pouvez commencer à faire des choix différents, à fixer des limites plus claires, à exiger une véritable réciprocité émotionnelle. Une méditation profonde sur ces schémas peut vous révéler les façons subtiles dont vous avez également opéré à partir de blessures non résolues. Peut-être que votre attirance pour les femmes brisées reflète votre propre relation fragmentée avec vous-même.
Peut-être que votre besoin de sauver reflète votre propre besoin de vous sentir nécessaire pour valider votre valeur. L'amour conscient exige que les deux personnes se présentent comme des adultes émotionnels, capables de se suffire à eux-mêmes, responsables de leur propre bien-être émotionnel, libres de choisir l'amour dans l'abondance plutôt que dans le manque. Lorsque vous pouvez aimer à partir de cet endroit, vous attirez naturellement quelqu'un qui peut vous recevoir du même lieu de plénitude. N'oubliez pas que votre capacité d'aimer est sacrée. Ce n'est pas un outil de réparation, ce n'est pas une démonstration de valeur, ce n'est pas une stratégie pour obtenir l'approbation. C'est un don qui mérite d'être offert consciemment et reçu avec gratitude. Lorsque vous honorez votre amour de cette manière, vous attirez automatiquement quelqu'un qui peut également l'honorer. La transformation commence lorsque vous cessez de chercher une validation externe par votre capacité à sauver les autres et que vous commencez à cultiver une relation complète avec vous-même. Lorsque vous pouvez vous donner l'acceptation, l'attention et l'adoration que vous avez essayé de donner aux autres, vous devenez un aimant pour l'amour conscient. Il est temps d'arrêter de rivaliser avec les fantômes et de commencer à exiger une présence réelle. Il est temps d'arrêter d'être le thérapeute non rémunéré et de commencer à être le partenaire précieux. Il est temps de vous rappeler que vous méritez un amour qui vous choisit complètement et non qui vous utilise commodément tout en faisant son travail intérieur. Cette réflexion n'a pas pour but de générer de l'amertume, mais d'éveiller la conscience nécessaire pour protéger votre énergie sacrée tout en cultivant des relations qui nourrissent votre croissance. L'amour conscient inclut toujours le soin conscient de soi. Si ces paroles ont résonné en vous, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui connaissez déjà ces vérités, mais qui avez besoin de la permission de les honorer. Vous donnez cette permission à vous-même chaque fois que vous choisissez votre bien-être émotionnel, chaque fois que vous exigez la réciprocité, chaque fois que vous vous souvenez que vous êtes digne d'un amour qui n'exige pas de sacrifice personnel. La méditation profonde, le travail intérieur conscient et la clarté émotionnelle sont vos outils pour naviguer dans ces eaux complexes de l'amour moderne. Utilisez-les à bon escient et établissez des relations qui honorent à la fois votre capacité à donner et votre droit de recevoir. Parce qu'en fin de compte, l'amour qui transformera votre vie sera celui qui vous permettra de grandir, pas celui qui vous obligera à vous rétrécir pour vous, adapté à des espaces émotionnels trop petits pour votre vrai moi. La science du champ magnétique humain révèle que chaque personne émet une signature énergétique unique, mesurable jusqu'à 3 mètres du corps. Lorsqu'une personne a vécu un traumatisme chronique, son champ électromagnétique devient chaotique, fragmenté, comme une station de radio mal réglée, émettant de la musique statique au lieu d'une musique claire. Votre présence harmonieuse peut sembler menaçante, parce qu'elle expose la disharmonie intérieure qu'elle a appris à normaliser. Il est crucial de comprendre que le système nerveux traumatisé fonctionne dans un état d'hypervigilance constante. Recherchez les signes de danger même dans les moments de sécurité. Votre cohérence émotionnelle, votre prévisibilité aimante peuvent paradoxalement déclencher des alarmes internes, car votre cerveau reptilien a appris que le calme précède la tempête. C'est comme si j'avais développé une allergie à la paix. Des études longitudinales sur les liens d'attachement montrent que les personnes ayant des antécédents de relations chaotiques éprouvent souvent ce que les psychologues appellent une faim intense. Votre système nerveux s'est habitué à des niveaux élevés d'adrénaline et de cortisol lors d'interactions amoureuses. Votre amour serein peut littéralement l'ennuyer sur le plan neurochimique, non pas parce que vous êtes insuffisant, mais parce que son cerveau est accro au cocktail chimique du drame. Il y a aussi le phénomène de la loyauté inconsciente, à des modèles familiaux destructeurs. À un niveau subconscient, changer ces schémas peut être ressenti comme une trahison des figures parentales qui ont modélisé l'amour dysfonctionnel. C'est comme si accepter votre amour sain signifiait admettre que tout ce que vous avez reçu auparavant était faux, une réalité trop douloureuse pour être traitée consciemment. La neuroplasticité du cerveau adulte est réelle, mais elle nécessite ce que les neuroscientifiques appellent des fenêtres de tolérance. Des états émotionnels où le cerveau peut traiter de nouvelles informations sans passer en mode survie. Si elle est constamment régulée à la hausse par un traumatisme non traité, elle n'a pas ces fenêtres.
Votre amour devient une information que vous ne pouvez tout simplement pas intégrer à ce moment-là. Les thérapeutes en traumatologie parlent de détournement de l'amygdale, lorsque le cerveau primitif prend automatiquement le contrôle des perceptions de menace. Pour quelqu'un avec un traumatisme complexe, une véritable intimité peut déclencher cet enlèvement parce que vulnérabilité, danger dans son dossier de survie. Vous ne pouvez pas choisir consciemment de vous détendre dans votre amour si votre système nerveux vous crie « fuyez » lorsqu'il se sent le plus proche. L'épigénétique nous enseigne que les modèles de stress peuvent littéralement réécrire l'expression des gènes. Une femme qui a vécu des générations de femmes maltraitées peut porter des informations cellulaires qui associent l'amour masculin à une douleur inévitable. Il n'est pas de votre responsabilité de réécrire des siècles de programmation génétique par votre patience. La théorie polyvagale explique que nous avons 3 systèmes nerveux fonctionnant simultanément: social, connexion; sympathique, combat-fuite; et parasympathique dorsal, collapsus, dissociation. Une personne traumatisée peut passer d'un état à l'autre de manière imprévisible. À un moment, elle peut être présente avec vous. L'instant d'après, se battre contre vous même si vous n'avez rien changé, puis être complètement déconnecté émotionnellement. Les modèles de liaison sont établis au cours des 3 premières années de la vie. Si elle apprenait que l'amour, l'art, l'abandon inévitable, l'intensité, la connexion ou le chaos, la normalité, ces cartes neuronales fonctionnent automatiquement dans les relations adultes. Votre amour conscient peut activer ces anciennes cartes d'une manière qui vous déroute et vous éloigne, sans qu'aucun de vous ne comprenne pourquoi. La médecine énergétique chinoise parle de blocage dans les méridiens émotionnels. Lorsqu'une personne a fermé son cœur pour survivre, elle peut développer ce que nous appelons l'anesthésie de l'âme, une incapacité à ressentir pleinement à la fois la douleur et le plaisir. Votre amour profond peut déclencher l'éveil d'émotions dormantes, un processus initialement effrayant que beaucoup de gens évitent inconsciemment. Il y a le concept de charge fantôme en psychologie énergétique. Quand quelqu'un porte l'empreinte émotionnelle des relations passées comme des couches invisibles sur son champ aurique. Chaque rencontre intime peut activer ces couches, ce qui les amène à répondre non seulement à vous, mais à toute l'histoire qui précède votre arrivée. C'est comme essayer d'étreindre quelqu'un qui porte une armure invisible. La neuroscience du plaisir révèle que le cerveau traumatisé peut développer une anédonie relationnelle, une incapacité à éprouver du plaisir dans des connexions saines. Les neurotransmetteurs associés au bien-être, sérotonine, dopamine, ocytocine, peuvent être chroniquement dérégulés. Votre amour peut lui sembler littéralement vide, non pas à cause de votre déficience, mais à cause d'une incapacité neurochimique à le traiter. Des études sur la synchronisation cérébrale montrent que les couples connectés développent des modèles d'ondes cérébrales similaires. Mais lorsqu'une personne fonctionne principalement sur des ondes bêta élevées, anxiété, hypervigilance, et une autre sur des ondes alpha, calme, présence, elles peuvent créer des interférences destructrices plutôt qu'une résonance constructive. La sagesse contemplative parle de karma relationnel, des schémas répétitifs qui persisteront jusqu'à ce qu'ils soient consciemment transmutés. Certaines personnes ont besoin de faire l'expérience de la même dynamique destructrice à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elles développent l'ennui nécessaire pour choisir différemment. Votre arrivée précoce dans votre processus peut être un mauvais timing cosmique et non une incompatibilité fondamentale. L'alchimie émotionnelle exige que les 2 éléments soient prêts pour la transformation. Si vous essayez de créer de l'or relationnel avec une piste émotionnelle, une union consciente avec un traumatisme non traité, le résultat sera une frustration mutuelle. La transmutation authentique exige une préparation, une intention consciente et un engagement soutenu des 2 côtés. Un travail intérieur profond nécessite souvent des périodes de solitude sacrée. Forcer l'intimité pendant ces périodes peut interrompre les processus de guérison qui doivent se dérouler dans l'intimité. Votre présence aimante, aussi bien intentionnée soit-elle, peut être une distraction plutôt qu'un soutien pour quelqu'un dans des phases critiques d'auto-guérison. Se souvenir de ces vérités n'est pas générer de la résignation,
mais développez le discernement. Lorsque vous comprenez les mécanismes profonds qui opèrent sous la surface de la résistance relationnelle, vous pouvez réagir par la sagesse plutôt que par la réactivité. Vous pouvez aimer à partir du bon endroit, le respect des processus de chaque âme, y compris la vôtre.